Partir loin, longtemps et en équipage. Tels sont les maîtres mots de la prestigieuse mission Jeanne d'Arc. Une fois par an, 500 marins, dont 130 élèves officiers, embarquent à bord de l'un des 3 porte-hélicoptères de la Marine nationale pour un périple de 5 mois. Les objectifs de la mission, protéger l'espace maritime français, contribuer à son rayonnement et achever l'instruction des futurs officiers de la Marine. De l'école navale à leur retour de mission, nous suivrons le parcours de 5 d'entre eux. Je pense qu'on ne se rend pas encore compte de tout ce qui nous attend. Lisa rêve d'être pilote, mais la sélection est redoutable. Sur 700 candidats, à peine une cinquantaine aura la chance de rejoindre les marins du ciel. Tout le monde peut faire pilote, il y en a juste qui arrivent à le faire plus rapidement que d'autres. Morgane espère être affectée sur un navire de combat. Et on fait des opérations qui sont vraiment très différentes les unes des autres, donc c'est très enrichissant. Elle devra faire ses preuves pour rejoindre l'un de ses équipages. On les habitue à naviguer proche des dangers, avec un suivi de la navigation très précis. Yamed est le scientifique de l'équipe. Spécialisé en propulsion nucléaire, arrivera-t-il à intégrer cette filière d'excellence? On part loin et longtemps, forcément on est humain donc ça nous fait réfléchir. Johan, tout jeune papa, souhaite rejoindre l'équipage d'un sous-marin, un des parcours les plus difficiles de la marine. C'est savoir travailler dans des situations qui parfois nécessitent beaucoup de remise en question. L'ambition d'Alexandre, intégrer une des 7 unités de commando marine. Une sélection extrême à la mesure des missions secrètes qui leur sont confiées. Le risque c'est de paniquer, c'est là qu'on perd ses moyens. Nos officiers en devenir atteindront-ils leurs objectifs? Leur futur au sein de la marine se jouera sur le Mistral, l'un des 3 porte-hélicoptères amphibies de la Marine nationale, un géant d'acier de 199 mètres de long et 21 000 tonnes à pleine charge. Le PHA est un couteau suisse, donc il est part pour des missions prévues, mais il peut être orienté à tout moment. Cette forteresse des mers est capable de transporter 60 véhicules blindés, 13 chars, mais aussi une quinzaine d'hélicoptères. Une organisation scrupuleuse de la mission est indispensable. À tout moment, le Mistral et son équipage peuvent être appelés à intervenir. Départ imminent au cœur de la 11e mission Jeanne d'Arc pour nos protagonistes qui embarqueront élèves et reviendront officiers de marine. Nos futurs officiers s'entraînent depuis 2 ans à l'école navale et s'apprêtent à finaliser leur apprentissage lors de la mission Jeanne d'Arc. Venus de tous horizons, de profils et de spécialités différentes, embarquer à bord du Mistral signifie pour chacun d'entre eux de toucher enfin du doigt leur objectif. Pour l'heure, ils continuent de se préparer à l'Envéoc avant leur grand départ. Cette mission de grande ampleur demande pour les futurs officiers, comme pour le Mistral, des préparatifs rigoureux. Sur le port, l'effervescence autour du Mistral a un avant-goût de départ. Les hélicoptères, les denrées et le matériel de différentes unités arrivent sur le quai pour être chargés à bord du porte-hélicoptère. Il faut que tout soit prêt pour le jour de l'appareillage et sur un bâtiment de cette taille, le hasard n'a pas sa place. La Marine nationale compte 3 porte-hélicoptères comme le Mistral. Ils sont conçus pour la projection de forces terrestres et aéromobiles depuis la mer. Alors, le Mistral est un porte-hélicoptère amphibie, donc il s'agit d'un navire très polyvalent qui est capable de mettre en œuvre des hélicoptères dans un premier temps, comme son nom l'indique, donc jusqu'à 6 hélicoptères en même temps et d'en transporter jusqu'à 16 pour des opérations aéromobiles. C'est aussi un bâtiment amphibie, donc qui est capable, grâce à des chalands de transport, de projeter des troupes de la mer vers la terre pour y mener des opérations. C'est aussi un navire qui dispose de capacités hospitalières pour soutenir, du point de vue sanitaire, une opération militaire. Et puis c'est enfin un bâtiment de commandement qui est capable d'accueillir un état-major de plus de 150 personnes qui va commander toute une opération et toute une force navale depuis la mer. Ces 3 porte-hélicoptères sont tous basés à Toulon. Ils sont armés par 200 marins et peuvent accueillir jusqu'à 650 personnes supplémentaires à bord. Alors le Mistral, le PHA, donc, qui fait 199 mètres de long, qui a un déplacement de 22 000 tonnes et qui a un emport assez important avec beaucoup de hangars et une surface importante pour emporter du matériel.
Pour cette mission, en plus de ses marins, le Mistral accueille à bord une unité tactique de l'armée de terre. Sa capacité amphibie permettant le débarquement et la projection rapide des troupes et véhicules vers la terre. Le PHA est un bâtiment, voilà, un petit peu comme on le dit souvent, un couteau suisse. Donc il est part pour des missions prévues, mais il peut être orienté à tout moment vers d'autres missions de secours à la population ou d'aide à la population. Les préparatifs avant le coup d'envoi de la mission Jeanne d'Arc se poursuivent. Les hélicoptères et le matériel des différentes unités arrivent sur le quai et sont chargés à bord du porte-hélicoptère. Nous sommes à présent à l'arrière du bâtiment, au niveau du radier, dont dispose chaque porte-hélicoptère. Cet espace de 885 mètres carrés peut accueillir 2 chalands et un catamaran rapide de type EDAR pour les opérations amphibies. Alors là, on vient de ballaster le bâtiment et d'enradier les engins de débarquement EDAR, engins de débarquement amphibie rapide, et 2 EDAS, des engins de débarquement amphibie simple. Alors ce sont des engins de débarquement, c'est des engins qui vont récupérer les véhicules de l'armée de terre en général sur le PHA Mistral pour les emmener sur la plage. Avoir la capacité de déployer ces engins de débarquement est l'une des forces du Mistral. Du PHA, on peut projeter le matériel qu'on n'aurait pas possibilité de mettre à quai, le fait de s'accoster, de ne pas pouvoir aller à quai. On peut quand même le projeter par ce moyen-là, qui peut aller sur une plage ou à des faibles fonds. Il y a beaucoup de matériel divers, notamment des VAB, des véhicules blindés. Ensuite, on a aussi des bulldozers pour pouvoir plager, qui permettent aux engins d'amphibies d'aller plager sur les plages où il y a des accès différents, dans le cadre d'évacuations sanitaires ou type ouragan, type Irma l'année dernière. Le Mistral est fin prêt à accueillir son équipage. Bientôt, le géant d'acier accueillera à bord les élèves officiers, mais pour l'heure, nous les retrouvons à l'école navale. L'Envéoc, décembre, à 1 mois du départ. Les élèves officiers, qui ne se sont pas encore tous rencontrés, passent leurs dernières épreuves avant la mission Jeanne d'Arc. La mission Jeanne d'Arc a pour objectif de finaliser la formation des élèves officiers de l'école navale avec un objectif final de fournir demain à la marine des officiers capables de servir dans les forces et d'aller au combat. Cette 3e année est découpée en 2 grandes phases. Une première phase de projet de fin d'études où nos officiers finissent leur cursus d'ingénieur dans des entreprises ou des laboratoires partenaires, et une grande 2e partie qui est consacrée à cette mission Jeanne d'Arc, un embarquement pendant 5 mois, loin, longtemps, en équipage. Pour tous les élèves, ce dernier mois à l'école navale doit les préparer aux missions qui leur seront confiées à bord du Mistral en fonction des spécialités qu'ils désirent intégrer. Alors ici, vous êtes au simulateur de navigation de l'école navale. Donc c'est un endroit où l'on forme tous les élèves qui vont être chefs du quart sur les bâtiments de la Marine nationale. Ensuite, quand ils arriveront sur leur mission Jeanne, ils auront déjà des bases de la navigation, des mises en pratique, des réactions en cas d'urgence qu'ils auront déjà emmagasinées et qu'ils sauront remettre en pratique en mer. À gauche 5. Les exercices de chef de quart sont la base de la formation des futurs officiers, le b.a.-ba essentiel pour pouvoir naviguer demain sur toutes les mers du monde. Après une initiation théorique, les élèves passeront aux applications sur le terrain. Nous voici dans la baie de Saint-Brieuc. Pour Morgane et Johan, la matinée est dédiée aux derniers exercices de quart avant la mission, une spécialité de la filière opération qui forme les marins à la conduite de bâtiments de combat. Bonjour messieurs, briefing pour la navresse de Saint-Quay-Porcieux. Morgane a 25 ans et est issue d'une formation civile. Elle travaillait dans un laboratoire du CNRS avant de rejoindre la marine grâce à un contrat appelé VOA. Elle souhaite à présent se spécialiser en artillerie et rejoindre l'équipage d'un navire de combat ou d'un sous-marin. En fait, il s'agit d'un briefing navresse. Donc, quand on navigue en eau resserrée, on doit faire un briefing avec tous les éléments de sécurité notamment et de navigation à l'avance devant le commandant. Donc, on présente la carte et les éléments. Donc, par exemple, tout ce qui est les profondeurs de sécurité et les profondeurs de garde pour ne pas aller sur des hauts fonds. Après avoir ajusté sa route et identifié les obstacles qui le jalonnent, elle attend le feu vert de l'instructeur. Elle me présente ces éléments qu'elle a travaillé avec les instructeurs présents à bord et les autres chefs du quart, une application de ce qu'elle a vu à l'école navale.
On la débriefe en même temps en cours, histoire de pouvoir en fait relever les points qui mériteraient d'être améliorés et ajuster vis-à-vis pour atteindre le niveau requis, parce qu'en fait on a dit qu'il y a un vrai bateau dans des vrais cailloux, donc on n'a pas le droit à l'erreur. Donc du coup on remet les quelques petits points au niveau nécessaire pour traverser cette navigation. Et ensuite, dans un deuxième temps, c'est l'intérêt d'être sur un bâtiment école. On transforme ce briefing en action concrète. Ces entraînements grandeur nature sont un avant-goût des futures missions qu'elle réalisera sur le Mistral, un bâtiment beaucoup plus grand que celui sur lequel elle s'exerce ce matin. 0 la barre. Comme j'ai la piste qui est dans mon avant bâbord, pour faire mes balancements. On est proche des côtes et du coup avec l'air du bateau, c'est-à-dire l'énergie cinétique, donc l'élan du bateau, on risquerait de finir sur les rochers. Donc on prend des distances de sécurité par rapport aux côtes. À droite 10. Dans la baie, la mer est agitée et les fonds dangereux. Morgane ajuste en temps réel ses ordres pour maintenir le cap en toute sécurité. On les habitue à naviguer proche des dangers, en mesurant le risque et en les forçant, comme on a pu le voir au briefing, à réfléchir aux mesures qu'ils prennent avec le bateau pour parer les différents risques liés à la navigation et pour les entraîner à naviguer dans des espaces assez petits avec un suivi de la navigation très précis. C'est vraiment l'école de la mer en général, avec l'application bien sûr de la navigation, mais c'est surtout en fait l'apprentissage de la vie à bord d'un bateau de la marine. Pour les futurs chefs de quart, les affectations possibles sont nombreuses. Morgane saura à l'issue de la mission Jeanne d'Arc sur quel type de bâtiment elle sera affectée. La Marine nationale compte plus d'une centaine de bâtiments appartenant à 2 catégories. Les bâtiments de combat, qui représentent environ 70% de la flotte, comme les sous-marins, porte-aéronefs, patrouilleurs ou frégates, et les bâtiments de soutien et d'assistance. C'est au tour de Johan de diriger du haut de ses 24 ans un exercice très technique. Le jeune homme qui rêve d'être affecté à bord d'un sous-marin sait qu'il lui faudra prouver ses aptitudes sur le Mistral. Alors qu'il a consciencieusement préparé son exercice, Johan va être mis à l'épreuve par la météo. Commandant, mesdames, messieurs, donc pour le briefing de la préparation du ravitaillement à la mer, qui se déroulera entre 11h et midi local, dans la zone de Saint-Brieuc. Je vous propose, commandant, de naviguer sur 2 moteurs de propulsion, 2 GE avec une situation d'étanchéité numéro 3. Le rame étant prévu au 90, on aura le vent plein tribord. Donc je vous propose d'ouvrir sur tribord pour permettre d'accoster l'Imanovambre sur bâbord. On va venir accoster un autre bateau et on va simuler un ravitaillement à la mer. Donc ça implique qu'on soit tous les deux à la même route, à une certaine distance d'écart, pour ce qui se fait dans la vraie vie, pour pouvoir par exemple transférer des vivres ou du gasoil ou du TR5, en tout cas ce qu'on a besoin. Voilà. Donc en fait c'est vous qui avez préparé la mission? Oui, alors j'ai préparé la mission avec l'officier qui est chef de quart en ce moment. Les manœuvres de ravitaillement en mer peuvent s'avérer dangereuses si elles sont mal exécutées. La moindre erreur pourrait entraîner une collision entre les bateaux ou rendre impossible l'approvisionnement. L'exercice requiert rigueur, concentration et précision. Et pareil, commandant. À tous d'abri des bruits de présentation en forme de dégagement au tribord. 2 machines avant 120. Gouverneur au 115. C'est pas quelque chose qui est inné, c'est pas un sport de masse de se présenter à 30 mètres d'un autre bateau. Et du coup, en fait, on est venu se mettre derrière l'autre bateau. Et une fois que l'autre bateau était prêt, on a accéléré pour venir se mettre à côté et tenir la position une dizaine de minutes. Attention, on va réduire. Les 2 machines avant 0,80. La mer houleuse et les vents importants corsent l'exécution de l'exercice pour Johan. Confronté aux conditions réelles de la navigation, il doit réagir vite, mettre en pratique ses connaissances et redoubler d'efforts. Gouverneur 110. Johan va s'appuyer sur ses savoirs maritimes, scientifiques et météorologiques pour réaliser son ravitaillement. Il apprend à dompter la mer avant de commander sous le regard attentif de l'instructeur chargé de l'évaluer. Donc
c'est intéressant pour les élèves de voir qu'il faut travailler aux limites, parce qu'il faut effectivement aller jusqu'aux limites, parce que sinon on a peur d'y aller. Mais il faut aussi savoir se fixer des critères. Là, on n'était pas loin des critères limites qu'on s'était fixés pour faire la manœuvre. Et du coup, c'est une bonne démonstration pour eux. C'était compliqué à tenir la position, mais c'était bien de voir aussi que ça se fait quand même quand il fait pas beau sur l'eau. Et ils sont conscients qu'en fait, pendant la mission Jeanne d'Arc, ce sont des bateaux beaucoup plus gros, beaucoup plus complexes. Même si les règles de navigation sont les mêmes, en fait, ce qu'ils font là, ce sera à peu près 10 à 20% de leur temps d'occupation en passerelle. Et il y aura toute la couche opération qui va venir dessus. Et du coup, là, leurs 2 périodes embarquées qu'ils font, eh bien, ce sont 2 périodes qui servent à leur mettre le pied à l'étrier pour la mission suivante. Mais la marche est encore très très haute pour la suite. Si Johan est affecté à une spécialité armement, il rejoindra ensuite un navire de combat de la marine, engagé en permanence à la défense militaire des intérêts français. À la fois dissuasive et opérationnelle, la marine est à même d'intervenir à distance grâce à des armements à la pointe de la technologie. Qu'il s'agisse de missiles balistiques stratégiques, composante océanique de la dissuasion nucléaire, dont la portée de base dépasse les 6000 km, ou encore de missiles anti-navires, air-surface ou air-air. Au petit matin, Lisa, à tout juste 22 ans, rêve d'être pilote d'hélicoptère. Elle prépare un vol de présélection à l'escadrille 50S sur la base de l'aéronautique navale. Chacun de ses faits et gestes sera scrupuleusement noté par son instructeur. Les portes sont bien verrouillées. Je décolle. Engagement frein. En plus du stress lié aux exercices très impressionnants qu'elle va devoir accomplir, Lisa sait que la moindre erreur pourrait lui faire quitter la formation. On va monter vers 3005. Ouais. L'avion il est compensé à monter, voilà, il va monter tranquillement. On a tendance à dire que tout le monde peut faire pilote, il y en a juste qui arrivent à le faire plus rapidement que d'autres. Et c'est déjà cette tendance qu'on cherche à trouver chez les élèves avant de les revoir dans la suite du cursus. C'est vraiment le but de ces vols, c'est de voir leur capacité à apprendre quelque chose, à le restituer très rapidement. Ok, tu peux débuter par les airs. T'avais comment? Ok, comme tout à l'heure, toi lui, vas-y, tu peux afficher franchement plein à lui. Et on soutient le nez, en même temps tu te tires sur le manche. On garde le nez vers le haut, jusqu'à afficher cap sur l'horizon. Garde la main sur le gaz, voilà. On garde le nez vers le haut, on garde le nez vers le haut. Continue de tirer. Ok, un peu de pied gauche. Ça décroche. Attention que ça tombe de l'étang, on relâche. Ça accélère, passer 89. Ressources. Le vent à gauche, clic. Vraiment pas très franc le décrochage dans cet avion. On le sent quand même un peu. On sent qu'on tourne. Dans le cabine, en fait, normalement, il y a des avions, typiquement le cabine, c'est une abattée beaucoup plus franche. Vraiment, on sent que l'avion, il y a une sorte de claquement et l'avion, vraiment, le nez tombe d'un coup. Pour l'instant, on vise le 23. Le 23 est fixe dans la barrière, tu vois. Ça veut dire que c'est là qu'on va toucher, qu'on va aller impacter. C'est notre point d'aboutissement. On garde le 23 fixe, tu vois, il grossit. Là, on passe le seuil tout réduit et progressivement, on vient arrondir. Ok. Et là, on arrondit, on attend, on bloque ça et ça touche. C'était mon 5e vol. Ça s'est plutôt bien passé, donc on a fait des décrochages, des tours de piste. C'était assez nouveau pour moi, mais je suis plutôt contente, donc il me reste plus qu'un vol pour terminer la formation. Si elle est qualifiée, Lisa suivra comme tous les futurs pilotes en moyenne 2 ans et demi de formation avant de rejoindre la force d'aéronautique navale. Une fois en poste, les missions des marins du ciel sont multiples. Les pilotes surveillent l'espace aérien au-dessus de la mer, mais leur périmètre d'action est bien plus vaste. Dissuasion nucléaire, surveillance maritime, lutte anti-piraterie, sauvetage en mer, mais aussi lutte contre le narcotrafic, protection aérienne et défense maritime du territoire, une filière hors du commun pour les passionnés de la mer et du ciel. Allez vous rassembler. Nous retrouvons à présent Alexandre qui s'entraîne avec son groupe sur le parcours du combattant. Tous convoitent les commandos marines. Sur tous les obstacles hauts. Et ensuite, comme vous l'a dit le PM, d'être hyper technique sur tous les obstacles. D'accord ? C'est ça qui vous fera gagner du temps. 2, 1, départ. Rigueur, explosivité et dépassement de soi sont indispensables pour franchir les 20 obstacles qui le composent dans les meilleurs temps.
parcours du combattant, c'est pareil, c'est un outil d'évaluation qui nous permet de savoir si les gens seront à l'aise sur des futurs parcours qu'ils auront lors du stage commando. C'est à savoir un peu s'ils sont cardio, s'ils arrivent à avoir de l'explosivité et puis de l'endurance. 5, 4, 3, 2, 1, top. C'est 4 minutes très intenses et c'est assez bien représentatif de ce qu'ils auront à voir après. À 24 ans, Alexandre rêve de rejoindre les commandos, ces unités d'élite de la Marine nationale. Avant d'embarquer pour la mission Jeanne d'Arc, il s'entraîne pour les présélections du STAC, le stage commando. La sélection des commandos marines est l'une des plus difficiles du monde, car elle répond à l'exigence permanente à laquelle seront confrontés ceux qui l'intègrent. Rusticité, aguerrissement et adaptabilité sont les maîtres mots pour espérer rejoindre l'une des 7 unités de forces spéciales que compte la Marine. Chaque année, des centaines de volontaires comme Alexandre tentent d'y être reçus, mais le nombre d'élus qui auront le privilège de porter un jour le fameux béret vert se compte sur les doigts d'une main. Bon, le parcours il est cardio comme on s'y attendait, après c'est de l'entraînement et puis ça finit par payer si on s'entraîne bien. Après il y a toujours un facteur chance qui est présent, notamment la blessure, là le terrain est mouillé donc ça joue. Et puis après de la course à pied et de l'entraînement, de la technique, parce qu'il y a beaucoup de cardio mais beaucoup de technique également sur ce type de parcours. Donc c'est le fait de s'entraîner dans tous ces domaines qui fait que le jour J on peut faire le chrono espéré. Après une marche de 8 km avec leur équipement de combat, malgré la froideur hivernale, il va falloir plonger. Et ce matin, la température des eaux bretonnes ne dépasse pas les 9 degrés. Plus déterminé que jamais, Alexandre se jette à l'eau sans quitter son treillis. Pour lui, la validation de sa présélection se joue sur ses épreuves. Ses moindres faits et gestes sont analysés et notés. Une seule erreur pourrait le disqualifier, et Alexandre le sait. C'est une première étape de franchie. Il pourra donc poursuivre son entraînement commando à bord de la mission Jeanne d'Arc et espérer intégrer la formation. Alexandre est frigorifié, mais heureux. Chaque victoire le rapproche un peu plus de son rêve. Ouais, l'exercice c'est le dernier des présélections, donc il suffit de s'accrocher et de tout donner. Après ça saisit un peu quand on va dans l'eau. Elle est à 9 degrés il me semble. Le risque c'est de paniquer, c'est là qu'on perd ses moyens. Si on garde son calme, on descend à 4 mètres et puis on fait signe au plongeur et remonte et ça se passe très bien. Les commandos marines se sont illustrés lors du débarquement du 6 juin 1944. Ces unités furtives sont capables de remplir de nombreuses missions. Souvent secrètes, toujours discrètes, elles sont constituées d'opérations spéciales allant de la libération d'otages à la capture de cibles stratégiques, de missions marines d'assaut à la mer, d'appui ou de neutralisation. Mais aussi de lutte contre le terrorisme et l'antipiraterie, d'actions de reconnaissance ou encore de soutien aux forces aéromaritimes. Tireurs d'élite, nageurs de combat, parachutistes, le champ d'action et les spécialités sont nombreuses. Mais la Marine nationale n'a pas vocation à former uniquement des combattants. À bord de chaque bâtiment, la présence d'ingénieurs en mécanique est essentielle. Yamed, 24 ans, est issu de la filière énergie. Il soutient devant un jury de l'école navale le projet d'études sur lequel il travaille depuis des mois. Cet événement majeur pour le jeune homme est l'occasion de présenter les hautes compétences scientifiques et technologiques qu'il a acquises en recherche avant de les mettre en pratique à bord de la mission Jeanne d'Arc. C'est une étape qui se trouve à la 3e année de l'école navale. Il s'agit d'un projet où, en tant qu'élève, on va aller dans des laboratoires, soit à l'étranger, soit en France, et on va travailler avec des chercheurs sur un sujet donné. Et là, notre sujet, c'était l'étude de l'efficacité du bulbe d'étrave pour réduire la résistance de vagues ou encore lisser les vagues pour une meilleure pénétration du bateau pour avancer.
Yamed se destine à l'énergie nucléaire en sous-marin, une filière d'excellence que seuls les meilleurs intègrent, mais l'accès à la spécialité espérée par nos futurs officiers n'est pas garanti. Il dépend à la fois des résultats obtenus lors des examens et de la mise en œuvre de ses compétences sur la mission Jeanne d'Arc. Les forces sous-marines et la force océanique stratégique sont composées d'environ 4000 marins. Ils œuvrent à bord de 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins qui sont le fleuron de la dissuasion nucléaire. Ces bâtiments furtifs totalement indétectables peuvent porter chacun 16 missiles nucléaires. La flotte est aussi composée de 6 sous-marins nucléaires d'attaque et d'états-majors assurant leur commandement et leur soutien technique. Ses principales missions, protéger les intérêts vitaux de la France, entrer rapidement et discrètement sur un théâtre d'opération, infiltrer et exfiltrer nos forces spéciales, collecter et analyser des données sur la situation maritime mondiale. Le coup d'envoi de la mission est imminent. Tous les futurs officiers se rassemblent pour la première fois à l'école navale. C'est la cérémonie de constitution de la promotion Jeanne d'Arc, promotion EAOM. C'est-à-dire que cette promotion est constituée d'un agglomérat de plusieurs cursus. Aujourd'hui, on rassemble l'ensemble des élèves au sein d'une même promo. Et c'est cette même promo qui ensuite va partir sur la campagne Jeanne d'Arc. Chacun des 130 élèves incarnera fièrement la 11e promotion de la mission Jeanne d'Arc durant tout son périple. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au mois de juillet, ils vont être tous ensemble, être formés ensemble, faire du quart ensemble, faire des escales ensemble. Et ça va forger une cohésion exceptionnelle au sein de la promotion. Enseigne de vaisseau de la promotion École navale 2017. Vous formez la promotion 2020 de l'école d'application des officiers de marine. Vous entrez dans la dernière étape de votre formation, la phase d'application. Ce que j'attends d'eux, c'est essentiellement de l'adaptabilité et de l'innovation. En fait, le monde d'aujourd'hui va très très vite, les technologies, la géopolitique, la stratégie. Et donc, je ne sais pas aujourd'hui à quelles menaces ils seront confrontés demain. Donc, je leur donne les outils qui leur permettront de répondre à ces menaces de demain. Pour votre réussite. Lutte sous la mer, lutte anti-surface, lutte anti-aérienne, opération amphibie, guerre des mines. Vous allez découvrir petit à petit tous ces domaines de lutte. Dans le cadre de vos futures fonctions organisées... La mission se concrétise. Lisa, Morgane, Alexandre, Yamed et Johan sont plus déterminés que jamais à atteindre leurs objectifs. La gestion du personnel. Cette mission est avant tout opérationnelle et elle est placée sous les ordres du chef d'état-major des armées. Elle peut à tout moment intervenir à travers le monde, enfin en tout cas dans les parties du monde sur lesquelles elle sera déployée. Je vous souhaite bon vent, bonne mer et on se reverra quelque part entre 2 escales. Instant en commandement, repos, garde à vous, après les rangs. Quelques jours avant le départ, nos officiers en devenir sont arrivés à Toulon pour parachever la préparation de leur mission. Pour tous, il s'agit de leur premier embarquement opérationnel de longue durée. Pour que la mission se déroule sous les meilleurs auspices, il leur faut prendre leur marque avant l'appareillage. C'est l'étape de la P0. Quand on arrive, on est surpris par sa taille au début, forcément. On n'est pas habitué à être sur des bâtiments de cette taille durant notre formation. Après, on s'y fait vite, on prend nos marques au fur et à mesure et on prend le pli progressivement. De la passerelle aux multiples ponts, des hangars à leur cabine, les élèves déambulent sur le porte-hélicoptère et s'approprient la forteresse qui sera leur lieu de vie pendant 5 mois. Nous avons commencé une période à terre qu'on appelle la P0. En fait, elle va nous permettre de prendre connaissance du bateau pour pouvoir nous y perdre et ainsi mieux le connaître, pour pouvoir trouver nos repères et pouvoir survivre à bord. C'est tout simplement. Ah oui, il est vraiment très très grand. Je ne compte plus le nombre de fois où je me suis perdu. L'excitation se fait sentir chez les élèves officiers qui attendent avec impatience le coup d'envoi de la mission. Yamed, qui a pris possession de ces quartiers, nous les fait découvrir. On est organisé 6 par poste. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas vraiment beaucoup de place du coup pour amener le strict nécessaire. Et on arrive toujours à peu près à s'organiser pour bien ranger les choses. Évidemment, ça reste un bateau, donc il faut faire en sorte que ça ne bouge pas trop. Il faut faire en sorte aussi que lorsqu'il y a gros temps, entre guillemets, on puisse accrocher un peu tout. Et voilà, c'est comme ça que ça s'organise.
Les futurs officiers doivent également se familiariser avec les procédures spécifiques au Mistral et être en capacité de mener à bien les différentes missions qui leur seront confiées à bord. On a eu des cours sur les opérations qu'on aura à mener, c'est-à-dire qu'on sera au central opération, qu'on aura différentes tâches à accomplir, que ce soit pour lutter contre les différents navires, les aéronefs ou les sous-marins qu'on serait amené à rencontrer sur un bâtiment militaire. Et donc c'est vraiment toute la procédure phonie, les différents écrans radars, tout vraiment apprendre comment ça fonctionne, comment nous communiquer entre nous pour pouvoir répondre à tous les types de menaces qu'on serait amené à rencontrer. Mais les derniers jours sont aussi synonymes d'au revoir. Car partir loin, longtemps en équipage, signifie également d'accepter de laisser famille et amis à quai le temps de la mission. Un moment difficile pour tous les élèves officiers, où l'excitation du départ se mêle à l'appréhension d'être séparés de ceux qu'ils aiment. Morgane, Lisa, Ahmed, Alexandre et Johan accueillent leurs proches à bord du porte-hélicoptère. Dernières embrassades pour nos marins qui retrouveront leur famille après plusieurs mois en mer à Toulon. C'est beaucoup de sacrifices, mais bon, on suit la passion de mon mari et on va faire court et on est heureux. Tant qu'on va se retrouver, on va être heureux. Un peu d'appréhension parce qu'on ne sait pas exactement comment ça va se passer. Aucun de nous est parti aussi longtemps en mer. Mais on a un peu hâte aussi de découvrir et de pouvoir un peu mettre en application tout ce qu'on apprend depuis le début. Ça pose quand même une petite réflexion parce que, mine de rien, on part loin et longtemps. Forcément, on est humain, donc ça nous fait réfléchir. Mais oui, l'excitation prime, ça c'est clair. Le 26 février, le coup d'envoi de la 11e mission Jeanne d'Arc est donné. Cette année, le porte-hélicoptère Mistral doit rejoindre la Nouvelle-Calédonie en passant par le canal de Suez, puis l'océan Indien et l'Indonésie. Il fera ensuite demi-tour en passant par l'Australie, puis l'Inde. Le porte-hélicoptère Mistral et la frégate Guéprat larguent les amarres et quittent la base de Toulon, cap sur l'Italie. Les objectifs de la mission Jeanne d'Arc sont triples. Achever la formation de la future génération d'officiers, déployer des capacités dans des zones d'intérêt stratégique et anticiper l'apparition de crises, mais aussi assurer la conduite d'opérations et d'exercices interarmés. Alors que la mission débute, c'est des rêves plein la tête que nos futurs officiers observent depuis le pont les côtes toulonnaises disparaître. Devant eux, la mer comme seul horizon. Pour l'heure, le porte-hélicoptère atteint son premier objectif, le détroit de Messine, qui sépare la péninsule italienne de la Sicile. Le courant dans le détroit varie en fonction des marées à Gibraltar et peut se révéler dangereux lorsque les vents changent. C'est sur la passerelle que nous retrouvons Johan, qui effectue sa première prise de quart à bord du Mistral. Sur un bâtiment de cette envergure, l'ampleur des manœuvres dépasse de très loin celle qu'il avait expérimentée sur les bâtiments écoles. La passerelle, située au-dessus des ponts d'envol, est le centre névralgique de la partie navigation du bâtiment et donc du chef de quart et de son équipe. C'est une passerelle énorme. Comme vous l'avez déjà vu, on est formé sur bâtiment école, donc ce sont des bateaux beaucoup plus petits avec des passerelles plus limitées. Là, on arrive sur un bateau où la passerelle est très grande en surface et en équipement. On met en œuvre de l'aviation, donc il y a beaucoup de choses à savoir. C'est un lieu qui demande beaucoup de rigueur. Affirme, il est en sprint horizon entre 2 et 25 nautiques qui débute son école à feu. Donc on a agrandi le sprint. C'est pas n'importe quoi, c'est, il me semble, 22 000 tonnes de déplacement, donc c'est un bateau qui commence à être très gros et qui nécessite d'anticiper ses réactions. Maintenant, on allait le poser à 10-12. On est plusieurs en passerelle. Il y a tout d'abord le chef de quart qui va gérer la navigation, mais aussi le service courant, par exemple. Il est accompagné d'un adjoint de quart, qui est un navigateur timonier, qui l'aide dans toute la navigation, d'un barreur et de veilleurs également. Johan s'étoffe chaque jour un peu plus. Rigueur, adaptabilité et sens de l'observation, il prend dorénavant toute la mesure de ses futures fonctions. Ce qui va faire qu'un chef de quart est bon dans son travail, c'est qu'il sait garder son sang-froid et savoir travailler dans des situations qui, parfois, nécessitent beaucoup de remise en question. Le détroit de Messine est passé, le porte-hélicoptère poursuit à présent sa route vers le canal de Suez. Donc on vient de passer le détroit de Messine. Je pense qu'on ne se rend pas encore compte de tout ce qui nous attend et du temps qui nous reste à passer dans cette mission.
Donc oui, forcément, un peu d'appréhension, mais on commence à s'habituer au bateau, on découvre un peu l'organisation du bord, etc. Donc pour le moment, ça se passe bien. Allez, Zidane, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Feu au fond à droite dans le local, d'accord? Avec feu en fonction, t'as personne dans le local? À bord, l'équipage entier s'entraîne pour parer à tous les types de dangers que le Mistral pourrait rencontrer. L'incendie est l'un des plus redoutés par les marins. Lisa et Yamed sont notés sur leur gestion des procédures incendie. Les incendies sont pris très au sérieux sur les bâtiments de la Marine nationale en général. Donc tout le monde est formé à la sécurité incendie sur les bateaux. Et on fait régulièrement des exercices incendie, histoire d'être sûr que tout le monde est bien entraîné et saura réagir en cas d'intervention réelle. Protec, on a un feu confirmé en bonne... Ces exercices ultra réalistes leur permettent d'acquérir des automatismes qu'ils restitueront en cas de danger. À bord d'un bâtiment comme le Mistral, le hasard n'a pas sa place. Bureau log, bureau machine, tout investigué. Les gens du bord sont formés pour faire pompier. Donc c'est eux qui s'équipent en pompier lourd pour aller directement éteindre le feu avec les manches à incendie. J'écoute. Là-haut, pour les bateaux classiques, ça fonctionne en général de avant en arrière. Là, sur le PHA, il faut regarder d'avant en arrière, de haut en bas, de bâbord à tribord. C'est extrêmement compliqué. Avec ces 11 ponts, intervenir sur le Mistral équivaut à gérer le feu d'un immeuble d'une quinzaine d'étages. Un véritable défi pour tout l'équipage. En fait, juste à cause de la taille du PHA, l'ensemble du matériel de sécurité est dimensionnant, le personnel nécessaire pour lutter contre l'incendie est dimensionnant, et tout est dimensionnant en fait. Les instructeurs évaluent les automatismes des marins du Mistral. Notés sur leur capacité à gérer les équipes d'intervention, nos futurs officiers n'ont pas le droit à l'erreur. Un incendie peut se déclarer n'importe où, et on doit être prêt à intervenir à tout moment. Pour Lisa et Yamed, ce premier exercice feu est une réussite. Au même moment, sur la passerelle, la manœuvre se poursuit avec Morgane. Là, on était présents en passerelle avec nos EPI, nos équipements de protection individuelle. On a une cagoule, des gants et un masque pour nous protéger si jamais on doit aller au feu tout de suite après. Le porte-hélicoptère a quitté Toulon depuis une dizaine de jours. Pour Lisa, Morgane, Yamed, Johan et Alexandre, qui prennent peu à peu leur marque, les semaines se suivent mais ne se ressemblent pas. La mission est divisée en périodes. Une période dure environ de 10 à 15 jours et on alterne les périodes de cours et les périodes de quart. Donc quand on est en période de cours, on a exclusivement des cours et quand on est en période de quart, on effectue des quarts en double avec les membres de l'équipage. Ces savoirs techniques précis sont essentiels pour leur spécialité. Yamed, dont le domaine est très pointu, est plus concentré que jamais. Dans la formation opération énergie, je vais être au niveau du poste de conduite de l'ensemble des installations du bord. Et là, justement, pendant ma période de cours, je vais acquérir l'ensemble de connaissances nécessaires pour pouvoir comprendre ce qui se passe, quels sont les différents systèmes d'exploitation qu'on peut utiliser pour pouvoir contrôler l'ensemble des installations du bord. Et pendant les périodes où on va avoir justement l'apprentissage de ces fonctions, on va être mis au poste de conduite de l'ensemble des installations et on va être en double avec un officier de quart navire du bord et c'est lui qui va nous expliquer au fur et à mesure dans la pratique ce qu'on est censé faire. Les exercices pratiques ne se limitent pas à la sécurité du bâtiment. Chaque futur officier doit savoir se défendre et manier une arme. Au fil de la mission Jeanne d'Arc, c'est une des compétences qu'ils entretiendront à bord, mais aussi à terre. En tant que militaire, on doit savoir utiliser une arme, juste ne serait-ce que pour nous défendre ou pour défendre autrui. Ça fait aussi partie de notre métier, il faut qu'on en ait conscience et donc il faut qu'on sache utiliser une arme. Dans ce cas-là, c'était le HKUSPC. Et oui, ça fait partie de notre mission. Après le passage du Z3 de Messine, du coup, c'est un peu le début de l'aventure.
On est aussi impatient de passer le canal de Suez, puisque là, ça sera des eaux plus chaudes et ça sera vraiment, on va sortir de la Méditerranée. Ça sera vraiment le début de l'aventure à proprement parler aussi. Le canal de Suez est l'une des voies navigables les plus fréquentées au monde et l'accès le plus rapide à l'océan Indien et à l'Asie pour les navires européens. Long de 192 km, il relie la Méditerranée au golfe de Suez. C'est le plus long canal artificiel sans écluse du globe. Le canal de Suez, c'est très impressionnant. On navigue avec le désert à bâbord, le désert à tribord dans un canal étroit. On a l'impression que ça passe pas et pourtant on y arrive. C'est une autoroute, il y a beaucoup de monde, il y a énormément de bateaux qui transitent dans ces zones, donc c'est assez impressionnant avec un bateau de plusieurs milliers de tonnes de naviguer dans un lieu comme ça. On a l'impression que c'est réservé pour les petits bateaux et on se sent assez grand. Le canal, large d'à peine 280 mètres dans sa partie la plus resserrée, est un défi de navigation pour notre géant d'acier et son équipage. Passer le canal de Suez, ça nécessite de s'y préparer et de s'y adapter, c'est quelque chose qu'on sait faire. Il y a beaucoup de renforts qui montent en passerelle parce qu'on navigue en ce qu'on appelle en navigation en eau resserrée, on navigue très proche des côtes et donc chaque mouvement de barre, chaque mouvement du bateau est calculé en amont, en avance pour éviter un échouement ou en tout cas éviter un accident qui pourrait être gravissime. Les marins qui laissent enfin la Méditerranée derrière eux observent depuis l'intérieur du bâtiment ce spectacle unique au monde. Pendant le passage du canal de Suez, il nous est interdit de circuler sur les extérieurs pour des raisons de sécurité tout simplement. Le canal de Suez, c'est vraiment ce qui a marqué un changement en termes de mentalité où on comprenait qu'on passait vraiment à une autre étape de notre formation. Alexandre, volontaire commando, multiplie lui aussi les exercices techniques. À Djibouti, où le Mistral arrivera dans quelques jours, un exercice de combat d'infanterie très impressionnant attend les élèves. Donc, ce qu'on a fait ce matin, c'est les bases de la formation, même pas d'un commando, mais d'un fusilier marin qui va apprendre pour commencer à communiquer et à se déplacer. Donc étant donné que pendant la mission, on ne peut pas aller à terre pour s'entraîner, par exemple dans une forêt pour se déplacer, on utilise Spark en symbolisant les véhicules comme des arcs par exemple à certains moments pour mimer des déplacements en espace ouvert. Mais également pour jouer la même situation en espace un peu plus resserré, comme si là pour le coup on était réellement au sein d'un bâtiment pour progresser. Pour s'y préparer, l'intérieur du porte-hélicoptère se transforme pour l'occasion en zone de combat. Ça avait deux objectifs principaux. Le premier, c'est d'apprendre à se déplacer correctement. Donc il y a une certaine technique de déplacement, de maniement de l'arme. La communication également qui est particulière. Pour ce genre de manœuvre, le but est de minimiser au maximum cette communication parce qu'on a tendance à utiliser beaucoup les mots alors qu'en fait on se rend compte que régulièrement les signes suffisent en fait tout simplement. Sur le pont, de jour comme de nuit, le balai des hélicoptères est constant. Les quarts et les entraînements s'enchaînent pour assurer le bon fonctionnement du bâtiment et préparer les pilotes à toutes les interventions possibles. Le navire, lui, fonctionne en jour et nuit. En fait, il y a un système de quart qui est mis en place où on va en fait tourner au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui vont occuper un poste, par exemple de 8h à midi. Ensuite, une personne va occuper ce même poste de midi à 15h, ensuite de 15h à 18h, de 18h à 20h, de 20h à minuit, de minuit à 4h, etc. Comme ça, on continue. Et ceci permet au bateau en fait, de fonctionner en tout temps. Les exercices d'appontage entraînent les pilotes confirmés et préparent les plus jeunes comme Lisa aux phases de qualification sur le porte-hélicoptère. Ils sont fondamentaux pour garantir la bonne conduite des missions opérationnelles effectuées par les pilotes. Le bateau tourne jour et nuit parce que forcément les hélicoptères peuvent être amenés à effectuer des missions de nuit, donc il faut qu'ils continuent de s'entraîner pour maintenir leur qualification. Donc ça implique forcément des entraînements à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Le bâtiment a des éclairages spécifiques pour que les pilotes puissent se repérer.
Et ensuite, il faut qu'il arrive à se placer à la bonne hauteur et à la bonne distance du pont d'envol pour pouvoir apponter en toute sécurité. Donc pour ça, le pilote et les membres de l'équipe aviation ont un code couleur spécifique qui permet aux pilotes de se repérer et d'ainsi d'apponter en toute sécurité sur le pont d'envol. À quelques kilomètres des côtes de Djibouti, en pleine mer, un exercice de commando marine est en cours. Ces unités stationnées à Djibouti s'entraînent à être larguées par avion. Ils déploient leurs parachutes et sont récupérés en mer par les équipes du porte-hélicoptère. C'est la technique du tarpon, un saut à la mer qui a pour objectif de larguer du personnel et du matériel, soit pour rallier un bâtiment ou un sous-marin, soit pour mener une opération d'infiltration. Cette méthode de projection peut par exemple être utilisée en cas de prise d'otage dans le cadre des opérations de contre-terrorisme maritime. Mission accomplie, l'équipe récupère les caisses de matériel et les achemine jusqu'au radier. Sur les porte-hélicoptères, le radier permet le stockage, le transbordement et le transfert des soldats, véhicules et autres matériels. C'est de là que partent tous les exercices réalisés à terre. Situé à l'arrière du bâtiment, le radier est une spécificité des porte-hélicoptères amphibies. Les différents hangars sont desservis par 2 plateformes élévatrices. L'accès des véhicules s'effectue soit par une porte latérale, soit par le radier. Le prochain exercice se déroulera à Djibouti, où une base navale française est présente en appui pour tous les bâtiments de passage dans la corne du continent africain. Donc là, on vient d'arriver à Djibouti, on va participer à l'exercice Wakri et en parallèle à la manœuvre tactique d'infanterie et d'aguerrissement, donc qui va permettre aux officiers élèves de débarquer pendant 2 jours sur Djibouti et de participer à un exercice d'ampleur d'infanterie dans lequel notamment on va continuer notre évaluation des commandos et des plongeurs démineurs. Les chalands amphibies ont quitté le Mistral en direction des plages de Djibouti pour y réaliser un débarquement au plus proche des conditions réelles. Donc, la manœuvre d'aguerrissement qu'on a conduite à Djibouti, elle avait 2 objectifs principaux. Le premier, c'était de faire un exercice en quelque sorte cohésion qui allait souder encore plus la promotion en rassemblant les officiers sous contrat et les officiers de carrière. Et le deuxième objectif principal, c'était de pouvoir apporter un argument supplémentaire dans la sélection des volontaires commandos et plongeurs démineurs, donc qui eux allaient passer plus particulièrement en chef de groupe et en chef d'équipe. Et aura pour mission prioritaire d'appuyer... Cet exercice de combat d'infanterie auquel tous les élèves participent est décisif pour les volontaires commandos et les plongeurs démineurs qui dirigeront en toute autonomie les opérations. Pour ma part, je suis parti en hélicoptère. On arrive dans le désert à Djibouti et là on est séparés en 2 groupes qui doivent s'affronter. Donc il y a un objectif qui est donné et ensuite on est en totale autonomie. En tout cas les chefs de groupe, les volontaires commandos sont en totale autonomie pour mener à bien ces opérations. On était en autonomie pendant 3 jours, on a dormi sur place. Donc à la fin de la première journée, on a placé un camp de fortune dans lequel on a pu se reposer pour la nuit en faisant des tours de garde et en conduisant quand même un certain nombre de missions pendant la nuit. Et ensuite, on a conduit ce fonctionnement pendant 3 jours, ce qui permettait d'assurer l'ensemble des missions en conservant un temps de repos qui permettait de régénérer l'ensemble du personnel. Vous êtes prêts? On y va, bravo sud. En colonne, vous deux, nous on suit. Allez. La tension monte entre les 2 équipes qui se prennent au jeu de cet exercice plus vrai que nature. Et on était armés de FAMAS, mais cette fois-ci avec des balles à blanc pour pouvoir jouer vraiment le jeu jusqu'au bout. Parce qu'il s'agit de son domaine de prédilection, Alexandre qui mène son groupe est particulièrement sous tension. Il éprouve enfin ses capacités de leader sur le terrain. Là, on était vraiment dans une zone où le terrain, en effet, était extrêmement difficile. Et ensuite, on en a aussi profité pour faire des exercices de tir avec des munitions à balles réelles sur des cibles en stand de tir à ciel ouvert.
Nos futurs officiers rejoignent ensuite le Mistral, loin de se douter qu'ils touchaient terre pour la dernière fois de la mission. Alors, le porte-hélicoptère amphibie Mistral et la frégate Gay-Pratt, constituant le groupe Jeanne d'Arc, a reçu mission de s'insérer dans l'opération Résilience, qui consiste à soutenir les populations françaises, en particulier les populations d'outre-mer, dans le cadre de la lutte contre le Covid. Le 26 mars, alors que le Mistral se dirige vers les Maldives, il est appelé à rejoindre l'opération Résilience, déclenchée pour endiguer la vague de Covid-19 qui frappe le monde entier. Changement de route, ça ne sera pas l'Asie, mais ça sera la Réunion pour commencer l'opération Résilience. Le Mistral et son équipage arrivés à Mayotte sont en première ligne des actions d'aide nationale. Il faudra relever le défi d'allier la mission et la formation des futurs officiers. Le Mistral participe au soutien logistique d'un pont aérien mis en place avec la compagnie Air Austral et permet notamment d'acheminer des vivres dans les quartiers les plus défavorisés de l'île. Déviée de son itinéraire initial, la mission Jeanne d'Arc ne ralliera pas la Nouvelle-Calédonie cette année. Les 66 soldats du sous-groupement tactique embarqués présents à bord du Mistral débarquent à Mayotte en renfort du détachement de la Légion étrangère. C'est être dans l'opérationnel, ce n'est pas avoir forcément une mission qui est comme ça prévue, qu'on doit suivre jusqu'au bout. On peut être amené à être reconfiguré et participer à d'autres missions. Comme on le dit souvent, on doit être souple sur les pattes arrière. Début avril, le groupe réalise sa première escale technique à La Réunion dans la ville du port. Du matériel de premier secours est chargé dans les hangars du porte-hélicoptère. Le Mistral, accompagné de la frégate Gay-Pratt, rallie ensuite Mayotte pour aider la population de l'île à lutter contre le coronavirus. Nous avons reçu la mission de transporter plus de 700 tonnes de fret de La Réunion vers Mayotte. Ce fret est constitué d'eau, de denrées alimentaires, de gel hydroalcoolique, de masques. Et tout cela, eh bien, évidemment, tout en continuant à former les officiers élèves dans le cadre de notre mission Jeanne d'Arc. Ça fait plus que partie de la mission du militaire, c'est le cœur du métier de militaire de pouvoir s'adapter à ce genre d'événements et d'être réactif notamment. Donc effectivement on change totalement d'horizon, on change de mission, mais on s'adapte et on continue, on remplit quand même nos objectifs. Donc pour le moment, tout se passe convenablement. Le parcours est dévié et la plupart des effectifs du Mistral sont appelés sur l'opération Résilience. Pour que la formation des élèves officiers garde la même cadence, tous les élèves sont transférés sur la frégate Gay-Pratt. Pour eux, quasiment rien ne change. Afin de préserver l'équipage, le bateau se confine. Aucune des escales initialement prévues n'aura lieu. Alors nous vivons de manière confinée, isolée de l'extérieur, c'est-à-dire que depuis le 15 mars dernier, nous ne sortons plus en escale. C'est-à-dire que nous restons à bord et à chaque fois que nous avons des échanges avec l'extérieur, nous prenons des mesures drastiques de protection. Et nous désinfectons aussi le fret que nous embarquons. Donc dans le but, évidemment, de nous assurer que l'équipage reste sain. Grâce au huis clos du bâtiment, la vie à bord se poursuit sans encombre pour l'équipage et nos futurs officiers. On a conscience que la situation est extrêmement complexe. Le confinement est assez dur à vivre pour une partie de nos familles qui sont restées en France. Finalement, on est préservé. On a fait le choix de garder un bateau sain en s'interdisant toute escale et tout contact avec l'extérieur, ce qui nous permet de continuer à vivre normalement, à vivre dans les carrés, à avoir une salle de sport qui est ouverte, à avoir des activités sportives et des activités de cohésion, ce qui est quand même une chance et qui va nous permettre de durer. Puisque maintenant, ça fait déjà plus de 2 mois que nous sommes partis. On a encore au moins 2 mois à faire à la mer. Et donc, ça va nous aider de pouvoir vivre dans ces conditions-là. La formation des élèves officiers, qui reste une priorité, continue à bord de la frégate Gay-Pratt. Ils sont à présent à mi-parcours de la mission. Sur la passerelle, Morgane, qui observe la trajectoire du Mistral, gagne en assurance et en précision. La vie continue, on continue aussi à avoir des cours pendant nos escales, puisqu'il faut quand même travailler, il faut quand même remplir notre objectif de formation. Mais ça se passe très bien et on s'y adapte très bien.
Le PHA a beau être grand, on est quand même environ 500 à bord, donc forcément ça fait du monde. Mais tout le monde s'adapte et fait son possible pour que le reste de la mission se passe dans les meilleures conditions. Ce changement de cap lors de la mission Jeanne d'Arc n'est malheureusement pas une première. En 2019, le porte-hélicoptère Tonnerre interrompait lui aussi son parcours pour acheminer du fret humanitaire en urgence au Mozambique après le passage du cyclone Idai et des pluies torrentielles qui l'avaient suivi. Fortement touchées, les régions de Sofala, Zambèze, Manica et Tété avaient été confrontées à de nombreuses pertes humaines et matérielles. Plus de 5000 habitations et 168 000 hectares de cultures furent détruits et 1 millier de personnes décédèrent, plongeant le pays dans le chaos. Débarqués sur les voies fluviales par chaland de transport à Buzy, ces denrées essentielles avaient été distribuées au plus près des populations touchées par le cyclone. Les 130 élèves officiers en formation à bord cette année-là avaient pris part à cette mission d'aide humanitaire de grande envergure, menée conjointement avec les associations locales. De retour à bord, nous retrouvons les élèves officiers en plein exercice. Après plusieurs semaines d'entraînement, leurs progrès sont visibles et leurs tirs bien plus précis. Alexandre est très concentré. Le tir fait partie des compétences indispensables au commando. Son évolution depuis le départ de la mission est fulgurante. Donc les séances de tir, on en a un certain nombre tout au long de la mission Jeanne d'Arc. Donc ces séances de tir se font de manière générale sur tous les bâtiments pour que le personnel conserve sa maîtrise du tir, qui n'est pas quelque chose d'anodin. Pour nous élèves, c'était aussi l'occasion de continuer notre formation. Et pour ceux qui ont été présélectionnés commando, là on a beaucoup plus de séances de tir pour permettre de découvrir certaines armes nouvelles, mais également de perfectionner la technique. Les élèves présélectionnés en spécialité missilier-artilleur découvrent quant à eux sur la guéprate l'artillerie navale utilisée sur les navires de combat. Une fois formés, ils décollent pour mettre en application leur apprentissage sur les armes lourdes. Les armes lourdes ou collectives servent à envoyer à grande distance divers projectiles en appui de troupes engagées. Parmi elles, obus, roquettes ou encore missiles peuvent être utilisés. Pour une salve de recherche de 2 coups. Salve attention. Salve attention. Feu. Plus tard dans leur formation, ils seront amenés sur les frégates armées de missiles, comme la frégate de défense aérienne Forbin, à découvrir toute la chaîne de commandement avant le tir d'un missile. Le maniement de l'artillerie navale nécessite une parfaite coordination de tous les effectifs impliqués pour atteindre sa cible. Tous les ordres sont préparés au Central Opération. Situé au cœur du navire, le Central Opération est le centre névralgique du bâtiment. Y sont regroupés les équipements de détection aérienne, marine et sous-marine, et de guerre électronique. Ils permettent de repérer les dangers présents autour du navire et d'organiser la défense ou la riposte. Alors, le Central Opération, dans un bateau, c'est là où se passe le cœur des opérations. Nous, on utilise ce lieu en tant qu'élève officier pour s'entraîner sur nos différents domaines de lutte. C'est-à-dire, moi, je suis volontaire pour être de spécialité LSM, lutte sous la mer. Donc, je fais régulièrement des TP de lutte sous la mer, mais je fais également des TP de lutte anti-aérienne et de lutte anti-navire. J'ai 2 quarts de la paragole, je vais dire au 060. Le TP de lutte anti-ASM, ça consiste à rechercher un sous-marin à l'aide de frégates,
d'hélicoptères, de divers moyens, divers senseurs, de les organiser de manière à trouver le sous-marin et le chasser correctement. Ils ont ta toile zoo, on est pareil sur tes bords. Feu! Feu torpille! Torpille, il a vu 122. Torpille parti, là, je vais de 122. Oui, alors pour un exercice de lutte anti-sous-marine, il y a plusieurs postes différents et on a notamment un chef de lutte. C'est celui qui dirige tout l'exercice de lutte anti-sous-marine. Ok, donc normalement, la porte. Morgane, Alexandre et Johan, sous haute tension, s'entraînent à la lutte anti-sous-marine en appliquant 4 conditions clés. Agir discrètement, disposer de capteurs de pointe, entraîner au mieux son équipage et se préparer à attaquer grâce à des torpilles. Pour moi, il ira jamais par là. Il va pas s'écarter. C'est un exercice qui est très intéressant parce que ça nous met en application par rapport à nos futures fonctions. Par exemple, à Brest, quand un sous-marin nucléaire, lanceur d'engins, part transiter, part pour une mission, on va sécuriser la zone et pour ça, on va utiliser beaucoup de moyens anti-sous-marins, notamment au large et proche des côtes, pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres sous-marins de nationalité ennemis ou en tout cas des espions. Mais les effectifs de la Marine nationale ont aussi vocation à collaborer avec les armées partenaires. En juin, le groupe Jeanne d'Arc est de retour en Méditerranée et s'entraîne aux côtés de la marine italienne dans le golfe de Tarente. Le but de ces exercices, c'est vraiment l'interopérabilité, c'est-à-dire d'être capable de mener des opérations ou des missions conjointes avec ces marines en question. On vient de participer à un exercice de grande ampleur avec la marine italienne qui a mis à disposition 4 bâtiments de combat, dont un porte-aéronef. La France est présente à peu près dans tous les continents. On a des liens très étroits avec beaucoup de pays qui nécessitent de s'entraîner ensemble aussi dans le domaine maritime, qui est un domaine où la marine, avec sa marine océanique en tout cas, peut se permettre d'aller naviguer loin, rencontrer des marines qu'on n'a pas forcément l'occasion de rencontrer en restant proche des côtes françaises. Donc oui, effectivement, c'est très important. Très important. Autre événement clé, l'entraînement conjoint avec l'USS Bataan de la marine américaine. L'occasion pour les élèves officiers de découvrir le Boeing Bell V-22, un appareil américain de transport hybride très sophistiqué. Donc on a conduit un certain nombre d'exercices avec des marines alliées. Ça a été très formateur, j'ai eu la chance d'y participer à la fois en passerelle et au central opération. Donc pour nous, forcément, on s'y prend avec enthousiasme parce qu'on peut voir qu'il y a un certain nombre de fonctionnements qui diffèrent d'une marine à l'autre. Et donc ça permet de s'adapter, de voir justement à la fois la difficulté mais l'intérêt de travailler en interallié. Pour les futurs officiers qui seront déployés aux 4 coins du globe, participer à ces exercices interalliés est un avant-goût du quotidien qui les attend. À bord, à moins d'1 mois de la fin de la mission, les entraînements s'enchaînent et se durcissent. Donc, le TIOR, c'est du combat rapproché. Donc l'ensemble des marins sont formés à ces techniques. On apprend tous les bases. Ça fait partie de la qualification individuelle de chaque marin. Je perds la main, je fais une demi et je viens au niveau du triceps ici. Okay. Et j'appuie au niveau du triceps. Okay. Et je l'emmène au sol. Les cours de TIOR apprennent notamment un certain nombre de techniques de préhension qui visent à pouvoir maîtriser un individu. Donc ça comprend le mettre au sol, le maintenir au sol, le faire se relever avec certaines méthodes particulières. Donc cette maîtrise de l'individu pour pouvoir conserver la supériorité sans avoir un recours à un armement par exemple supplémentaire. Savoir neutraliser un ennemi sans avoir recours aux armes peut s'avérer utile, notamment lors de visites de navires en mer. Comme à bord de la frégate Ventose, où les équipes de visite interpellent sur ces images des trafiquants de stupéfiants. Ces équipes de visite sont présentes sur chaque bâtiment et formées pour visiter, contrôler et intervenir. Donc la marine, une de ses missions sera de faire de la lutte contre les narcotrafics, contre l'ensemble des trafics illicites de manière générale, mais également contre la pêche illicite ou encore la piraterie et le trafic d'êtres humains. Pour la France, qui dispose du 2e domaine maritime mondial, la protection de ces espaces est une priorité, notamment dans le cadre de la mission de la police des pêches qui contribue à préserver nos ressources halieutiques et à protéger les espèces menacées.
dans ces cas de figure, les bâtiments seront amenés à utiliser ce qu'on appelle les équipes de visite pour pouvoir conduire à bord de certains bâtiments des visites. Les océans sont le théâtre d'une compétition sans précédent d'exploitation des ressources. L'immensité du territoire à contrôler favorise l'expansion des activités illicites ou criminelles. On mettra à l'eau des embarcations plus légères qui iront, elles, se rapprocher du bâtiment cible. Donc l'équipe de visite monte à bord. Une fois qu'elle est à bord, elle va d'abord faire une investigation des différents documents qui sont présentés par le bord, voir s'il y a un certain nombre d'anomalies par exemple. Et selon les ordres des contrôleurs opérationnels, l'équipe de visite va être amenée à effectuer une visite plus poussée où on va aller investiguer le bâtiment pour rechercher toute trace, par exemple de drogue, de pêche illicite ou encore d'armes qui seraient présentes à bord, ce qui permettra dans ce cas-là de pouvoir conduire les opérations de police judiciaire qui en découlent. La mission touche à sa fin. Pour les élèves officiers, l'heure du bilan après 127 jours de déploiement est arrivée. Le porte-hélicoptère, donc c'est un bâtiment énorme qui est partie prenante de la marine, c'est un bâtiment opérationnel qui en plus accompagné de sa frégate forme un task group qui nous permet d'avoir des moyens tangibles et concrets pour être formés en mer. Donc oui, c'est peu commun et en tout cas je pense que ça se voit pas ailleurs. C'est une grande chance de pouvoir faire notre formation sur un porte-hélicoptère parce qu'il y a beaucoup de moyens qui sont mis à notre disposition pour notre formation et on fait des opérations qui sont vraiment très différentes les unes des autres, donc c'est très enrichissant. Ça nous permet réellement de nous former dans tout un tas de domaines, non seulement les cars en passerelle et les cars aux centrales opérations, mais également le fait que ce soit un porte-hélicoptère, un certain nombre de manœuvres avec des hélicoptères, avec de la drone, ce qu'on appelle la drone, les embarcations qu'on met à l'eau depuis le bord. C'est un véritable couteau suisse et qui permet justement de nous former à tout un tas de domaines transverses qui étoffent au maximum la formation qu'on a pu recevoir. Le 1er juillet, le Mistral et le Guéprat accostent au port base après 4 mois de mission hors norme. Malgré les circonstances, ça reste quand même une expérience très enrichissante. Ça nous a forcément appris à travailler déjà dans l'incertitude et à travailler en équipe aussi avec les membres de la promotion. Ça reste quand même une expérience assez incroyable. Vivre loin, longtemps en équipage, c'est un peu ce qui en fait le plus beau métier du monde. Là, je demande juste qu'à retourner naviguer et à occuper mes fonctions en tant que marin. Vous sortez parfaitement préparé, aguerri, prêt au combat après cette mission. Repos! Après la remise de leur diplôme, nos officiers fraîchement promus n'auront que quelques jours de répit avant de rejoindre leurs nouvelles affectations. Dispersés aux 4 coins du globe, ils contribueront dans leurs nouvelles fonctions au rayonnement et à la protection de la France sur toutes les mers du monde.